Le spectre sonore et sa représentation, le sonagramme. Après avoir enregistré à l'aide du logiciel spectrogramme sur iPad les différentes voyelles de la langue française A, E, I, O, U, voici la représentation que l'on obtient. On pourra constater que sur l'axe des abscisses, nous avons le temps exprimé en secondes, que sur l'axe des ordonnées, nous avons les fréquences en Hertz, qui correspondent donc à la hauteur du son, qu'également nous avons les couleurs qui ont une signification. En l'occurrence, le noir, c'est l'absence de son, les zones bleutées également, c'est quasiment pas de son, et des zones très colorées, très vives, qui montrent un son très présent. Donc ce que nous montre cette représentation, c'est que finalement, un son, ce n'est pas seulement une fréquence donnée, mais c'est en fait un son qu'on appelle fondamental, c'est-à-dire celui qu'on entend, mais que ce son est également composé d'autres fréquences, qui sont d'ailleurs proportionnelles à la fréquence du son fondamental, qu'on appelle les harmoniques. Voilà comment se caractérise un son musical. Donc je rappelle que les voyelles chantées A, E, I, O, U étaient chantées sur la même note, avec la même durée sensiblement, et la même intensité. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est que finalement, chaque voyelle a un timbre qui lui est propre. Si je regarde le spectre sonore du A, c'est une voyelle très riche. Si on regarde le spectre de la voyelle I, on constate qu'il y a beaucoup d'harmoniques aiguës et des zones où il y a très peu d'harmoniques. C'est pareil pour la voyelle O, on va remarquer un son assez fermé et chaud avec le fondamental et quelques harmoniques graves, mais très peu ou pas du tout d'harmoniques aiguës. Alors un petit rappel sur les capacités de l'oreille humaine. Donc l'humain entend les sons compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, ou 20 kHz, ça revient au même. Donc au-dessus de cette zone de fréquence, nous avons les ultrasons, qui sont des sons extrêmement aigus et que l'on ne perçoit pas. Et en dessous de cette plage de 20 Hz, nous avons les infrasons, qui sont des sons extrêmement graves que l'on n'entend pas, que l'on peut parfois percevoir par le corps. Alors nous allons voir un petit peu rapidement quels sont les mécanismes de la perception des sons. Donc tout d'abord, l'oreille qu'on appelle externe va percevoir une onde lui arriver ici par le canal auditif. Cette onde va ensuite frapper cette membrane fine qui ressemble à une peau de tambour qu'on appelle le tympan. Et on va se trouver juste derrière dans l'oreille moyenne. Donc cette vibration du tympan va impliquer un mouvement mécanique de ces trois plus petits os de notre corps, qu'on appelle la chaîne des osselets, qui comporte l'étrier, l'enclume et le marteau. Et ce marteau est relié donc à un colimaçon, ici en forme d'escargot, qu'on appelle la cochlée, qui elle-même donc est reliée au nerf auditif, laquelle donc va transformer l'information mécanique en information électrique pour l'envoyer au cerveau afin de décoder le son que l'on a perçu. Donc une précision, dans cette cochlée en forme d'escargot se logent des petites cellules qu'on appelle des cellules ciliées, qui sont des petits cils qui baignent dans un liquide. Et donc c'est cette action-là qui va permettre de décoder le son. Alors puisque nous avons parlé des mécanismes de perception des sons, il faut bien reconnaître que chaque son a un timbre qui lui est particulier, chaque instrument, et que ça dépend évidemment du spectre sonore. Donc en voici quelques-uns des spectres. Donc il y a des sons qui peuvent nous paraître parfois stridents, comme ici par exemple en D, et certains sons peuvent nous paraître beaucoup plus graves, des espèces de bourdonnements, voilà, comme on peut avoir ici. Après, sur certains sons, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors l'exemple ici d'un son riche et maigre, où on voit qu'il y a donc un fondamental, il y a beaucoup d'harmoniques, donc c'est un son riche. Par contre, il n'y a pas l'étagement comme on peut avoir dans le son I, où on voit
de la présence du son fondamental et des premières harmoniques, il y a un étagement qui est un peu plus remarquable ici. Donc ça va donner deux sons très différents, hein. Ici, donc riche mais maigre, alors qu'ici, il va être riche mais plein et éclatant, un peu comme le son peut-être d'une trompette. Ensuite, on peut avoir un type de spectre comme celui-ci qu'on a vu sur la voyelle chantée qui était le I, avec le son fondamental bien marqué, beaucoup d'harmoniques, mais une plage de fréquences où on n'a pas du tout d'harmonique, ou en tout cas elles sont peu présentes. Puis après, on va retrouver des sons harmoniques plus dans les aigus. Donc on va avoir un son malgré tout riche, mais creux. Il va lui manquer quelque chose. Contrairement par exemple à la voyelle A qu'on avait vu tout à l'heure sur le spectre, sur le sonagramme, qui était plutôt un son riche et chaud, hein, avec plein d'harmoniques. Et dernière chose, on peut avoir dans certains instruments, comme par exemple ici la clarinette, c'est un instrument qui va faire ressortir en fait les harmoniques à chaque fois impaires. Vous voyez, 1, 3, 5, 7, etc. Avec d'ailleurs beaucoup d'harmoniques, hein. Donc on va avoir un son riche et qui va sonner comme une clarinette. Par contre, si on regarde juste à côté, ici, le hautbois, lui, va faire ressortir essentiellement les harmoniques paires. Vous voyez, donc le son fondamental, 2 fois, 4 fois, 6 fois, 8 fois, etc. Donc on a aussi un son relativement riche, mais qui va paraître beaucoup plus clair et peut-être plus nasillard que celui de la clarinette. Je vais maintenant vous faire entendre un son de violoncelle dont on a travaillé le spectre par tranche. Donc vous allez entendre ce son de violoncelle tout d'abord dans son timbre naturel, enfin le son normal entre guillemets, et ensuite par tranche, vous voyez, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour arriver jusqu'à la 10e où on retrouvera le timbre normal de l'instrument. Donc sur ces tranches, en fait, on a créé un filtrage. Donc ici, par exemple, on a filtré sur une ou deux harmoniques. C'est-à-dire qu'on a supprimé par-ci par-là, voilà, une harmonique ou deux. Ensuite, vous allez entendre une plage ici où on va filtrer carrément un groupe d'harmoniques, c'est-à-dire qu'on supprime du spectre toute une partie, comme ici ou ici. Ensuite, vous allez entendre le filtrage de l'harmonique 1, ici, ou ensuite, comme on a vu précédemment, sur la tranche numéro 8, un filtrage d'harmonique paire, et en 9, un filtrage d'harmonique impaire. Donc vous allez bien entendre le passage entre ces différents filtrages, hein, ça va se succéder comme ça 10 fois, et vous allez entendre donc son timbre, bien sûr, qui va changer. On va le réécouter une fois, on va compter en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On entend bien la résonance sur la fin. Donc avant de conclure, je tenais à vous montrer, vous expliquer en tout cas la différence entre un son qu'on appelle un son pur et qui n'est finalement que très théorique, que vous avez ici, qu'on appelle un son sinusoïdal. Et aucun instrument de musique ne produit ce type de son, hein. Donc vous voyez que ce son sinusoïdal simple, il n'a que son fondamental et zéro son harmonique. Parce qu'ici on a une représentation en spectre, mais qui est différente du sonagramme. Vous voyez que sur l'axe des abscisses, on a cette fois-ci les kilohertz, donc la hauteur du son, et que en ordonnée, on a l'intensité ou la puissance, si vous voulez, du son. Donc les sons musicaux, les sons d'instruments sont toujours des sons qu'on appelle complexes. Ici, c'est le cas d'une voyelle chantée qui est le A. Donc on voit bien ici sur la représentation spectrale le fondamental
et toutes les composantes, c'est-à-dire les harmoniques présentes dans la voyelle A. Donc vous noterez que plus on monte dans les harmoniques, moins elles sont présentes. C'est surtout les premières harmoniques qu'on entend beaucoup. Et voilà la différence maintenant entre un son musical, comme je viens de vous montrer ici, son complexe, et ce qu'on appelle un bruit. Donc déjà la représentation est très différente. Il n'y a pas de périodicité. Vous ne voyez pas un motif qui revient dans cette courbe. Et quand on analyse son spectre, on remarque qu'il est complètement ce qu'on appelle inharmonique et continu. On ne voit pas ces bandes caractéristiques comme dans un son musical, mais tout le champ de fréquence est rempli. Donc tout se mélange, si bien qu'un bruit, on ne peut pas le chanter, on ne peut pas le jouer sur un instrument. Voilà donc la différence entre un son musical et un bruit. Ensuite, sur ce côté du graphique, là, vous avez quelques sons, quelques spectres de sons d'instruments. Donc ici, vous voyez un son de piano. C'est quelque chose qui se caractérise par, c'est de la corde frappée, hein, le piano. Donc on voit bien que c'est proche du bruit quand même finalement. Ici, au début, c'est l'attaque de la corde en fait. Quand le marteau va frapper la corde, on a quelque chose qui est assez flou. Mais très rapidement, on voit les harmoniques apparaître de façon continue et régulière, donc ils font que c'est un son musical. Vous avez ici un spectre de flûte, donc qui joue une note. Vous remarquez que c'est un son très pauvre, la flûte. Il y a très très peu d'harmoniques finalement. On entend la première, la deuxième, et guère plus. Voilà, donc on a un son qui pourrait se rapprocher d'un son pur sinusoïdal, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, au contraire, on a un son de trompette qui, lui, est très riche, donc avec beaucoup d'harmoniques. En conclusion, on peut dire que le son se caractérise par 4 paramètres qui sont sa hauteur, grave aigu, qui se mesure en hertz, sa durée, qui correspond au nombre de temps, le nombre de temps que ça dure, qui se mesure en physique en tout cas en secondes. Ensuite, son intensité, qui correspond pour nous les musiciens à ce qu'on appelle la nuance, qui va donc de très doux à très fort. Donc, les musiciens utilisent des termes souvent qui viennent de l'italien. On dit piano, pianissimo, mezzo forte, forte, fortissimo, qui se notent sur la partition. Et donc cette intensité, elle se mesure en décibels, qu'on abrège dB. Et dernier paramètre du son, c'est son timbre. C'est le plus difficile à appréhender. C'est ce qu'on peut appeler la sonorité ou la couleur du son, et qui ne se mesure pas vraiment physiquement, mais qui dépend de la richesse en son harmonique. Donc on a vu qu'on peut représenter le timbre d'un son à l'aide du spectrogramme ou sonagramme. Pour terminer, un petit point de vocabulaire entre le spectrogramme et le sonagramme. Donc le spectrogramme, c'est un diagramme qui va représenter la fréquence et l'intensité. Le sonagramme, lui, est un peu plus complet parce qu'il va représenter en un seul diagramme, donc un diagramme en 2 dimensions, il va représenter 3 paramètres, le temps, la fréquence, mais aussi la puissance sonore, par justement l'intensité lumineuse de ce qui apparaît. Merci pour avoir tout suivi et tout compris, je l'espère.